Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Azul Flaoun, Sabah Nour, Sabah Nour. Suite à l'arrestation et à la mise sous détention d'Ihsan El Qadri, mon intervention et en mon âme et conscience, je l'ai jugé obligatoire. Donc, avant de parler de, de, ce, de cette abjection que subit Ihsan, je dois commencer par des mots que j'ai maintes fois dit et que je dois redire et que je redirai dans le futur. Le 10 décembre 2023, en disant des mots à la mémoire de Hussein et Ahmed, j'ai dit que le début de l'année 2023 sera très très intense en action en faveur de ma patrie, l'Algérie. Donc avant d'aller sur cette abjection que subit Ihsan, je dis bien Ihsan, je dois dire, je supplie tous mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister à toutes les souffrances qu'ils subiront en 2023, d'éviter tout affrontement avec l'état-major de l'armée algérienne via la police et la gendarmerie, d'éviter tout affrontement. Ainsi, la nation algérienne donnera l'occasion à notre patrie, à sa patrie, d'éviter un chaos, d'éviter de sombrer dans un désastre du type Libye, Irak, Congo et autres pays. Deuxième point. Aux militaires algériens, l'état-major de l'armée doit être renouvelé en profondeur. Et non un rafistolage de façade. Étant donné que les militaires algériens font partie de la nation algérienne, donc eux aussi sont concernés par ma supplication de demeurer pacifique, d'éviter tout acte de mutinerie. Et de coup d'État. Donc, en demeurant pacifique, en résistant à toutes les pressions internes et externes. Il y a énormément de pressions internationales sur l'armée algérienne et Dieu merci. Les militaires algériens la majorité des militaires algériens n'ont pas accès à la langue anglaise pour lire des papiers qui ont commencé à être publiés depuis 2020-2021. Certains papiers, il y a d'autres papiers qui remontent à 2015-2017, concernent le corps même de l'armée algérienne. Oui, vous savez que j'ai dit que le renouvellement de l'état-major de l'armée doit se faire de l'intérieur, par une révolution des œillets, comme celle du Portugal. Cette révolution
doit être intelligente, doit éviter l'effusion de sang, doit éviter la dislocation de l'armée algérienne. Et je répète mes mots de solidarité. Je répète ma joie d'avoir fait mon service militaire. Et pour cela, je vous renvoie à mon adresse au précédent chef d'état-major après la destitution de l'ancien président. Dans mon message, je lui ai dit les ravages qui ont été faits par le FMI et la Banque mondiale au sein même de l'armée algérienne et de certains autres aspects. Ce sont des détails qu'il m'est impossible de reprendre maintenant parce que je dois me focaliser sur l'arrestation d'Hassan el-Qadri et de ce qu'il y a derrière. Donc, les militaires algériens patriotes doivent s'exprimer. Actuellement, l'image que dégagent les généraux algériens, certains généraux algériens, les fait ressembler au pire du pire des armées africaines, des armées sud-américaines, il y a dans un passé récent, maintenant ça y est, et aux généraux de la Birmanie, du Myanmar. Ça, c'est l'image qu'ils dégagent d'eux-mêmes. Quant à l'image qu'ils dégagent de l'armée nationale populaire, elle est moins touchée que leurs images à eux. Mais elle est très, très affectée. Donc, l'intelligence, la paix, la résistance de la nation algérienne, tant dans sa partie civile que dans sa partie militaire, nous éviterons les dégâts d'une partition, d'une guerre fratricide, partition, je dis bien partition de l'Algérie. À Emmanuel Macron, je vous réitère ma disposition à vous rencontrer quand vous voulez. À Paris, à l'Élysée. Je suis prêt à vous rencontrer et à discuter avec vous sérieusement. Pour cela, un billet d'avion qui sera mis à ma disposition de Montréal à Paris et un hébergement pour une nuit à Paris même me suffisent. En 10 ans, un billet d'avion et un hébergement à Paris pour une nuit, cela veut dire que je fais appel à un usage de fonds d'argent, l'argent étranger. À défaut de pouvoir m'offrir ce billet d'avion et un hébergement à Paris, je ferai appel à la solidarité de mes compatriotes algériens pour une collecte de fonds, une collecte financière qui assurera mes frais de déplacement et d'hébergement à Paris pour maximum 24 heures. À condition sine qua non, aucun don supérieur à 2 $ ou à 2 € ne sera
accepter. Donc, et vous avez compris maintenant qu'Hersen, qui serait accusé d'après certaines informations qui circulent, de financement étranger. Donc, je fais appel à un financement étranger. Quatrième point, aux avocats d'Hersen, au collectif d'avocats d'Hersen, je signale que de par le passé, j'ai eu un échange avec, de par le passé, il y a probablement 4 ou 5 ans, avec Mustafa Bouchachi. Dans la suite de mes mots, et du moins, dans le cours de cette intervention, vous aurez des indications qui pourraient vous aider à défendre Hersen mieux. Le défendre dans le cadre strictement juridique algérien, dont je parlerai après, sera inefficace. J'ai commencé par un élément de financement de l'étranger pour mon billet d'avion et d'hébergement à Paris, au cas où Emmanuel Macron accepterait de me rencontrer. Ah, Hersen. Hersen, tu seras traité comme un prince. Tu seras le prince des détenus. Tu seras le prince, je dis bien, des détenus. Privé de liberté, privé de l'amour des tiens, privé de tes amitiés à l'extérieur. Tu seras un prisonnier. Tu souffriras. Pire souffrance que la privation de liberté, point. Une certitude. Tu seras libéré. Quand? J'ignore, bien sûr. Tu seras libéré. J'espère que cette libération aura lieu en tant que vivant. J'espère que tu sortiras vivant de prison. Dieu seul sait quand est-ce que nous mourrons. Dieu seul sait dans quelles conditions nous mourrons. En espérant que tu sortiras vivant, je te demande fraternellement d'accepter toutes les conditions qu'ils te poseront. Exemple de conditions, de faire une déclaration comme quoi tu as été très, très bien traité au sein de la prison, que tes conditions de détention ressembleraient à celles d'un prince en prison, à la différence des innocents qui croupissent dans les geôles et qui ont subi les affres du système militaire algérien. Cela dans le but de soigner, resoigner, de rafistoler la façade droit de l'homme en Algérie. Avant de commencer le corps même, le noyau même de mon intervention, je dois ajouter
que ce que nous subissons actuellement, ce que nous subissons, ce que subit l'Algérie, est la somme de certains événements passés, des événements en cours. Parmi l'événement passé le plus récent et qui a dévasté l'Algérie, c'est ce mouvement qui s'appelle le Hirak. Un mouvement dévastateur. Et dans mon intervention, dans mon message au précédent chef d'état-major, je lui ai dit que ces actions, les actions de l'armée algérienne, nous conduiront à la catastrophe, au désastre. Voilà. Maintenant, avant d'aller sur le corps, hein, dans le corps de l'intervention, je serai assez formel, hein, c'est-à-dire ce ne sera pas du factuel journalistique à 2 balles. Hein. Ce sera de l'argumentation, ça ressemblera à de la théorie, mais de la théorie complexe. Ce sera pas dans... Il y aura des faits, bien sûr. Mais c'est ce processus, tout ce processus de déstabilisation de l'Algérie qui a commencé en 2010-2011, ensuite l'intervention du FMI en 2014-2015, ensuite ces événements, je vais en reprendre quelques-uns parmi eux. Bon. La mise en contexte. Connais-je Ihsan El-Khadri? Ah bien sûr. Je connais Ihsan. Circonstances, rapidement, j'ai absolument tout dit dans mon livre sur un coup de poing pour Debza, le coryphée du peuple. Oui, un coup de poing pour Debza, le coryphée du peuple. Que j'ai écrit grâce justement à Ihsan El-Khadri. Grâce. Sans l'aide d'Ihsan, j'aurais jamais écrit ce livre. Voilà. Donc, ce livre, il est publié aux États-Unis. Comme par hasard. Du moins. Ihsan. Donc, je dirais des mots additionnels après. Le journal qu'il dirige, la société qu'il dirige, n'a pas soufflé mot. Pourtant, c'est lui le déclencheur de ce livre. En parlant de déclencheur de ce livre, il est hors de question de me considérer comme responsable de l'arrestation d'Ihsan, des déboires que subit Ihsan, hors de question. Il n'y a aucun élément ne doit m'être imputé dans l'arrestation et ce que subit Ihsan et sa famille. Question. Est-ce que ce que je fais entre dans cette tornade qui a pris l'Algérie? Je pense que oui. Donc, il est hors de question pour que ma personne, pour que mon nom soit associé à de près ou de loin ou de quelque façon que ce soit au malheur des uns et des autres. Ce que subit la nation algérienne, pas toutes, il y a des personnes qui sont en dehors carrément des souffrances de la nation, du peuple algérien, et de la faute totale, intégrale de l'état-major de l'armée. Hein? J'ai connu Ihsan, effectivement.
Le connu, j'étais consultant pour Interface Média. C'est moi qui ai dirigé la première version du portail d'Interface Média. Bien sûr, il y a la complicité d'un ami de Kader. Voilà, Kader saura compléter ce que je viens de dire. Donc, le portail d'Interface Média, c'est moi qui l'ai fait. Du moins, c'est moi qui ai lancé l'opération. Voilà. J'ai connu ça dans le cadre du journalisme. Quand j'ai commencé à être consultant pour Interface Média, il m'arrivait de signer, une fois tous les 15 jours, un papier, une contribution gratuite, non rémunérée, pour le quotidien d'Oran dans l'édition du jeudi. Voilà. Un événement politique qui nous lie. Ihsan, quand il sortira de prison, va corriger, rectifier ou apporter des précisions sur mes mots. Les années m'échappent. Il y a des moments où les années m'échappent, les dates. Ihsan a une mémoire d'éléphant. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a traversé une crise terrifiante entre 2005 et 2007. 2005, à partir de 2005, 2006 à 2008, 2009. Elle a traversé une crise terrifiante. Chaque jour que Dieu faisait, ou presque, nous nous voyons, nous nous rencontrons, nous rencontrions. Chaque jour, presque. Faute de rencontres physiques, c'était au téléphone. Il a le téléphone. Donc, Ihsan avait des relations qui lui permettaient d'avoir de l'information directe de la part de Ali Yahya Abdel-Nour, paix à son âme. Et dans la suite, toutes les personnes décédées que je citerai, qu'ils reposent en paix, que Dieu les bénisse, que Dieu leur pardonne, qu'il les installe au paradis. Et c'est la décision revient à Dieu, bien sûr. Donc, Ihsan avait des informations venant plutôt du côté de Ali Yahya Abdel-Nour. Moi, j'étais proche de Hussein Zaouane. En disant proche de Hussein Zaouane, c'est-à-dire, je pouvais le voir quand je voulais, je pouvais l'appeler au téléphone, pouvait m'appeler au téléphone, bien sûr, mais sans être idéologiquement dans dans le même moule. J'avais. Donc, moi, je rencontrais Hussein Zaouane assez souvent, ou bien quand les conditions l'imposaient. Donc, avec Hassan, on échangeait des informations et on essayait de voir comment faire sortir la Ligue algérienne des droits de l'homme du désastre, de la mélasse dans laquelle elle était. Malheureusement, nous avons échoué. Par contre, ce que j'ai fait moi, Hassan Pould, j'ai écrit un papier version Zaouane, c'est-à-dire d'après ce que m'a raconté Hussein Zaouane, sans parti pris, c'est-à-dire c'était un papier professionnel comme on dit là. Et même avec l'appui d'Ihsan, le Watan a refusé de le publier. Le Watan, journal Le Watan. Donc il faut apprendre à dire, à préciser. Parce que c'est le Watan qui était le chef de file dans l'exacerbation de la crise des droits de l'homme, de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui, je le rappelle, a été créée sur instigation de Hachin Aït Ahmed et de Alim Sili. Donc voilà. Voilà, ça c'est un premier événement, donc un événement politique.
Le deuxième, j'en ai déjà parlé, hein, c'est-à-dire je vais passer rapidement sur certains événements. Hein. J'ai parlé, que ce soit dans le livre, que ce soit des interventions sur le web de ce type-là. Maintenant, les amitiés de Ersan. Avait-il beaucoup d'amis? Je présume que oui. Je présume que oui. Mais la personne, de mon point de vue, bien sûr, hein, parmi les personnes qu'il respectait et qu'il aimait, Ardouane Ousmane. Quand Ersan me du moins me parlait d'Ardouane Ousmane, il y avait du respect, il y avait de l'amitié, il y avait de la considération. Et quand Ersan me parlait d'Ardouane Ousmane, il faisait preuve d'humilité et de modestie devant Ardouane Ousmane. Le cas de Ardouane Ousmane, que j'ai rencontré bien sûr, à 2 ou 3 reprises. Moi, Ersan, travaillions dans le bureau. À l'époque, c'était à la place Hoche. Ahmed Zabana, hein, à la place Hoche. Le bureau d'interface média était à la place Hoche, Ahmed Zabana, à Alger, hein, pas loin de la chaîne 3. Travaillons ensemble. Lui, il faisait son travail, moi, je faisais mon travail. Dans le bureau. Donc, je pense que ces jours-là, bon, il y avait une partie d'informatique et une partie journalistique. C'est-à-dire, je devais commencer un papier rapide comme ça pour le quotidien d'Oran, quelque chose comme ça. Hein. Lui, il avait ses papiers à faire pour l'Ouatan. L'Ouatan et autres. Nous nous séparons aux environs de 22 heures. 22 heures à peu près. Hein. Nous avons quitté le bureau vers 22 heures, 21h30, 22 heures. Moi, partir chez Ersan était banal. Hein. C'est une banalité. Soit il me propose, chef, allez, monte, tu vas passer la nuit chez moi, chez nous. On mange, on blague, en famille, avec son épouse et ses enfants. Soit je lui propose, Ersan, j'en ai marre, je veux venir avec toi chez toi. Normal, le plus normalement du monde. Donc, une fois, du moins, une soirée, nous avons travaillé jusqu'à 22 heures. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir comme ça, hein, je dis bien, hein, peut-être que les mots diffèrent. Hassan, tu veux venir chez moi? Tu veux venir avec moi à la maison? Non, Hassan. Anne, tu es claqué, moi je suis claqué. On avait des journées de 14 heures. Tu es claqué, je préfère aller chez moi. À peine, je n'ai pas encore chez moi, à peine, je n'ai pas encore éteint mon téléphone qu'Arsène me rappelle. Donc il devait être 22 heures passées. Me rappelle. J'ai pensé automatiquement un problème de voiture, une panne ou quelque chose comme ça, une banalité, etc. Du moins, une chose de la vie banale, etc. Non, il me dit, Ardouane Ousmane est décédé. Sherif Ardouane est décédé, comme ça, pas Ardouane Ousmane. Ardouane est décédé. Il me dit, rendez-vous demain matin chez lui à Babloued. Donc, le lendemain matin, j'étais parmi les premières personnes à être à Babloued. À Babloued, dans la maison, dans l'appartement des parents d'Ardouane Ousmane. En profitant. S'il vous plaît, ceux qui m'ont donné leurs appareils photo numériques à moi, j'en ai pris probablement 1000 photos. Publiez-les. Publiez-les. Donc, nous sommes vus chez la famille, les parents de Ardouane Ousmane. Donc, pour Ersan Ardouane Ousmane, en termes d'amitié, je pense que Ardouane Ousmane était le sommet des amitiés d'Ersan. Les cas, pour la description personnelle de Ersan, je vous recommande de lire la note écrite par Saïd Jeff, hein,
Jeff, Jeff, sur Facebook. Hein. Il le connaît plus que moi. Il le connaît plus que moi. Et il a répondu à tous ces imbéciles-là qui disent des conneries sur Arsène. Bon. Parce que Arsène était un seul d'un point de vue professionnel, j'ignore, mais tel que je le connais, c'est le milieu pourri de la presse. Hein. La presse ne changera absolument rien. Elle est pourrie. Donc, Arsène, de mon point de vue, bon, dans l'ICRC, dans le cadre de l'initiative civique contre la révision de la Constitution, c'est l'unique conférence à être animée a été par Arsène avec moi. Avec moi à Aoukas, à Béjaïa. Voilà. Unique. Est-ce que la presse a couvert les activités de l'initiative civique de la révision, contre la révision de la Constitution? Absolument non. Il y avait un tout petit papier d'une banalité, d'une tristesse affligeante, publié par le Watan, justement, voilà. Les autres, le matin, Liberté, le Khabar, ou je sais pas quoi, là, etc. Rien, rien, rien. Nous étions interdits. Bon. Dans l'ICRC, c'était un groupe de 13 personnes. Hein. Il y avait Abid Sharif, Saïd Jafar, Fodil Boumala, etc., Nordin Azouz, moi-même, Bey, Bismillah Yarhamha, Boudou Ali Bey, et d'autres. Hein. Bon, c'est pas le moment de parler de ça. Voilà pour l'amitié, les activités. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'appel, l'amitié, l'activité, l'autre activité, un autre, du moins, pas une activité, un travail. Arsène a été sollicité pour signer un papier sur les moines de Tibhérin, les moines, un papier de rappel à la mémoire des moines de Tibhérin assassinés, assassinés de Médéa, par le journal La Croix. Journal La Croix. Donc, je l'ai accompagné à Tibhérin. Il y avait une troisième personne, cette personne se reconnaîtra, elle pourra s'exprimer si elle veut ou pas. Donc, je l'ai accompagné, arrivé à Tibhérin, donc le monastère. Nous sommes rentrés, nous avons été reçus par les frères, les chrétiens, qui y étaient. Moi, j'ai laissé Arsène travailler, donc j'ai commencé à tourner dans les grands champs, là, dans les champs qui ont tourné le monastère. Le monastère, j'ai parlé avec des personnes vraiment paysannes, très modestes, sur la nature, hein, rien de politique, avec très peu d'habitants, hein, il y avait très peu, il y avait 10-15 habitants autour du monastère de Tibhérin, donc quand je marchais, etc., avec cette troisième personne qui était avec nous, donc on a laissé Arsène travailler, faire son papier. Ah oui, il m'a suggéré, je mets ton nom dans le papier, il y aura de questions, que mon nom apparaisse dans ce papier. Parce que, c'est ton travail, et deuxièmement, je n'ai pas participé, et troisièmement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Non. C'est un sujet que je ne maîtrise pas, qui m'échappe. Je savais, mis à part l'assassinat, je ne connaissais absolument. Mis à part l'assassinat, je n'avais aucune information. Je n'étais pas journaliste. J'étais plutôt informaticien. Donc, voilà. Informaticien et enseignant. Hein. J'enseignais au Conseil d'État à l'époque. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, nous avons acheté du miel. Acheté du miel, pas par bourgeoisie ou quelque chose comme ça, parce que c'était les frères du monastère faisaient travailler les populations, les jeunes filles et les jeunes hommes de la région, là, hein, de la région, donc pour participer à leur financement. Tiens, financement. Comme on les paye et les rétribuait, donc on a acheté des petits pots de miel comme ça, de cette taille à peu près. Euh, pour, je me souviens, peut-être que Arsène se souvient de plus de détails que moi, mais ça, je me souviens avoir acheté du petit pot de miel comme ça, à un prix assez élevé,
Un prix assez élevé, comparé au marché. Hein. Du moins, assez élevé. Peut-être un peu plus cher. Peut-être légèrement plus cher, voilà. Ça, c'est Tibhérin. Les droits de l'homme, j'en ai dit. L'amitié, j'en ai dit. Ihsan, Ihsan, maintenant, ton arrestation, elle fait partie de ce folklore macabre. Macabre. Euh, c'est un funeste folklore, là. Un funeste folklore, ton arrestation. S'il te plaît, Ihsan, ben voilà. Quand on sortira, bon ben, s'ils te font un marchandage, un chantage, etc., accepte leurs conditions, Hassan. L'essentiel, c'est ta liberté et les tiens. Accepte toutes leurs conditions. Accepte. C'est pas le moment. Nous sommes entre Algériens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce qu'il y a comme événement maintenant? La dernière semaine de décembre. La dernière semaine de décembre. Il y a une salve. Hein. Ça, ce sont des faits. Ensuite, je vais revenir sur la forme des faits. Hein. Sur le formalisme. Hein, on va essayer de formaliser tout ça. Hein. La dernière semaine de décembre, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un tir groupé à Alger. Un tir groupé. Hein. Le gouverneur de la chambre à gaz de l'Algérie, la Banque d'Algérie, le gouverneur de la Banque d'Algérie, il a fait une sortie qui pensait peut-être fracassante. Il y avait le ministre des Finances ou de l'économie qui a parlé des réserves de change, 62 milliards de dollars. Voilà. Il y avait l'occupant de Sadan qui avait parlé de crypto-monnaie, s'il vous plaît. Tout ça, c'est le processus du Venezuela. Hein. Il faut penser au processus de crypto-monnaie, alors que la crypto-monnaie, il y a eu des scandales plus grands que la planète. Bon, ça, c'est le 3. Il manquait un quatrième. J'étais surpris. Il manquait un quatrième à l'appel. Hein. C'est-à-dire, en plus de ce 3, il manquait un. Il manquait le ministre des Affaires étrangères les plus sinistres post-indépendance de l'Algérie. Il manquait. C'est pas possible, ça. Trois responsables sont montés au front et le quatrième, il est absent à l'appel. Bon, maintenant, l'absence à l'appel du ministre des Affaires étrangères à l'Algérie trouve son explication. C'est l'interview du Figaro qui concerne l'Algérie. L'interview. Donc, la diplomatie, elle trouve son explication à cela. Donc, il y a 3 jours. 3 jours, j'ai lu un extrait, j'ai lu le compte-rendu, l'extrait publié par l'APS. Voilà. Aux avocats d'Ihsan. Ihsan est en prison, là. Aux avocats d'Ihsan, maintenant. C'est la nature même de la loi. Ihsan sera condamné sur la loi, sur la base de lois elles-mêmes criminelles. Ce sont les lois qui sont déjà criminelles. Quelles sont ces lois? J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises de la rédaction des lois, des politiques publiques, etc. Ihsan sera condamné sur la base de lois elles-mêmes criminelles. Ce sont des lois qui ne rendent pas justice. Ce sont des lois qui favorisent l'injustice et le mal. Comment? Par leur caractère poubelle, c'est-à-dire on met tout dans une loi, terrorisme, financement étranger, divulgation d'informations provisionnelles, quelque chose comme ça, on met tout.
On met tout là. Hein. C'est la loi elle-même qui est criminelle. Mais la loi fondamentale demeure la Constitution. Dans la Constitution algérienne, l'actuelle, dont j'ai lu le détail et à laquelle j'ai réagi. Il y a entre autres le dernier mot de la Constitution actuelle, elle est criminelle, elle aussi. Le dernier mot, c'est le mot raisonnable. Ensuite, il y a l'intervention de l'armée à l'étranger, il y a l'absence de tout article de protection de l'économie nationale à travers la monnaie et une loi sur la monnaie et le crédit vient d'être, une nouvelle loi, hein, vient d'être votée, promulguée. Ce qu'elle a été votée, j'ignore. Bon, on va rentrer. Donc, il y a la Constitution. Donc, c'est la Constitution elle-même qui est problématique. La Constitution algérienne, l'actuelle Constitution, elle a été rédigée par des Algériens parce que la précédente était bâtarde. Voilà. Bâtarde au sens que nous ne connaissons pas ses rédacteurs. Hein. Qui a voté cette loi, c'est le Congrès. Le Congrès, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Voilà où on nous met ce genre de loi. De loi fondamentale et de ce qui vient avec. Et de ce qui vient par la suite. Bon. Vous allez condamner, Hersen sera jugé et condamné en fonction de loi sur les financements à l'étranger. De l'étranger, atteinte à la sûreté nationale, sécurité nationale. Tout ça, ce sont des concepts vides. Ils sont vides de par la définition du contenu. Et ils sont pleins parce que nous pouvons mettre énormément de variables et de constantes non définies à l'intérieur. Ils sont vides. Rien n'est défini. Et ils sont pleins parce que nous pouvons mettre tout. Voilà, ça c'est la loi. Ensuite, concernant l'existence même de cette loi, l'existence même de ces lois qui condamnent des innocents à accomplir en prison. Problématique. Qu'est-ce qu'il montre? Il confirme que le caractère hyper, non seulement sous-développé de l'Algérie, mais hyper sous-développé de l'Algérie. Ok? Hyper sous-développé de l'Algérie. C'est-à-dire, nous, Algériens, n'avons aucune capacité d'anticipation, que ce soit individuelle ou collective, pour bloquer une loi. Non. Donc, tout ça repose l'intégralité du fonctionnement d'un État. D'un État de droit, c'est-à-dire l'absence de l'État de droit. C'est-à-dire l'absence de du renouvellement par les élections démocratiques, par la liberté d'expression, etc. Toutes ces lois ont été votées parce que les Algériens sont opprimés. Parce que les Algériens sont privés du droit à la parole. Et les Algériens n'ont pas les moyens, soit par la pétition, par des actions collectives, de freiner une loi, la promulgation d'une loi. Donc ça, c'est... Ensuite, viennent des lois ordinaires. Des lois ordinaires qui sont votées en fonction des alliances du moment. Tout ça caractérise une dictature militaire. Qu'est-ce qui caractérise aussi la dictature militaire? Par exemple, la réduction des impôts, l'augmentation des salaires. Alors que aucun syndicat, aucun travailleur n'a demandé la réduction des impôts. Aucun travailleur ou groupe de travailleurs n'a demandé la revalorisation des salaires. Tout ça, ce n'est point pour acheter la paix sociale, mais c'est plutôt continuer à remercier les Algériens, demeurer silencieux, taisez-vous, subissez nos décisions et acceptez notre paiement. On vous paye pour que vous vous taisiez. Je signale que j'ai
que j'ai dénoncé, c'est-à-dire avec des chiffres, avec des démonstrations assez mathématiques, la loi sur la réduction d'impôts. Je l'ai fait. J'ai abattu la loi sur l'investissement. Je l'ai abattu. La loi sur l'investissement. Une loi sur l'investissement faite sur mesure pour la France. Même si elle dit, bien sûr, une loi s'applique à tous. En Algérie, le système judiciaire, en Algérie, il distingue les justiciables, c'est-à-dire deux personnes comme ça, quand elles ont un problème au niveau de la justice, oui, elles trouvent une solution qui les satisfait. Certaines personnes trouvent des solutions qui les satisfont. D'autres trouvent les malheurs, aggravent leurs malheurs dans les tribunaux, tribunaux et les cours. D'autres sont carrément absents, elles sont injusticiables. C'est-à-dire, ils sont en dehors du système judiciaire. C'est-à-dire, ils ne peuvent en aucun cas être inclus, touchés dans le système judiciaire algérien. Dans les cas maintenant, en restant focalisé sur l'affaire de Qadi Ersen, qu'est-ce qui empêche ces avocats pourraient solliciter par commission rogatoire, par tout autre moyen légal, ou par déclaration, juste un système déclaratif, le témoignage de ceux qui ont financé Interface Média. Puisqu'il est reproché un financement illégal et l'atteinte à la sûreté de l'État, la sécurité de l'État, etc. Financement illégal. Maintenant, en parlant de financement illégal, on lui reproche le financement illégal. En 3 points, rapidement, en 3 points. Le financement illégal le plus célèbre est la corruption. En 3 points. Le financement le plus célèbre, le financement illégal, c'est la corruption. La corruption en Algérie, elle est vraiment... c'est un tsunami de corruption en Algérie. Le deuxième type de financement, c'est la levée de fonds sur les marchés financiers étrangers. Il y a sur la levée de fonds sur les marchés financiers étrangers, il y a des sociétés, de ce qu'ils appellent les start-up, qui arrivent à lever des millions de dollars à l'étranger. Est-ce que la justice algérienne s'intéresse à la source de ces financements, à la nature des investisseurs, aux objectifs des investisseurs qui sont des investisseurs financiers, ceux qui mettent de l'argent en Algérie au profit des Algériens. Ça, c'est ce qu'on appelle les 3D. C'est la désintermédiation, le décloisonnement et la dérégulation. Du point de vue formel. C'est ce qu'on appelle les 3D. C'est naturel. Sollicite un financement. Donc, corruption, financement à l'étranger par le phénomène des 3D, déréglementation, décloisonnement et dérégulation. Bon, ça c'est à fond en Algérie actuellement. C'est 3D. D et D et D. Ça. Qu'est-ce qui reste comme autre source de financement? Les dons de particuliers. Et quatrième source de financement, les dotations par les réseaux d'organisations internationales, même organisations, peu importe sa taille, peu importe le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur, mais l'essentiel, ce sont des relais d'organisations supranationales plus importantes ou bien d'organisations internationales non gouvernementales plus importantes, qui mettent de l'argent à la disposition de petites associations. Ces petites associations locales financent directement. Est-ce que c'est illégal? Bien sûr, le cinquième financement qui rentre dans les dons aux entreprises, comme qui ressemble. Le cinquième, en condamnant le Qadi Ersen sur la base de financement à l'étranger, il faudra condamner toutes les familles algériennes qui ont ouvert
des tirelires, là, des cagnottes sur Internet. Ah, il faudra, hein, tous les Algériens résidant en Algérie qui ont sollicité la solidarité de tout le monde, pour ramasser 200 000 euros, 150 000 euros, 100 000 euros, etc., pour soigner un des leurs incapable, parce que l'Algérie est incapable de lui fournir le soin. Ah, donc dans ce cas-là, il faudra condamner tout ce beau monde-là. C'est-à-dire, il faut condamner les personnes qui souffrent en les privant de soins. Il faudra condamner les personnes qui arrivent à procurer des moyens de soins à des personnes qui souffrent. C'est-à-dire, on va accumuler et cumuler les souffrances. Est-ce qu'il faudra interdire ce genre de financement? Voilà. Donc, voici un argument sur lequel... Tenons un argument. Peut-être que le temps est inopportun. Je m'attendais à un problème judiciaire complexe pour Ersan. Je m'attendais, mais c'est le moment c'est le moment qui m'échappait. Je n'ai aucun contact, aucune source d'information. Je n'ai absolument rien en Algérie. Donc, Sen qui va être condamné sur cette base. Ce que maintenant, on va poser la question sérieuse. En plus sérieuse. Est-ce que l'arrestation et la condamnation et la détention de Ersan répond à un projet encore plus large, plus grand que nos petites personnes là, au déboire de l'Algérie au niveau international? Les déboires de l'Algérie au niveau international. Ensemble. L'Algérie est incapable de nouer une relation sérieuse, solide et saine avec la Fédération de Russie. Elle est incapable de nouer une relation sérieuse et saine avec la Chine. Elle est incapable de nouer une relation saine et sérieuse avec les États-Unis d'Amérique. Elle est incapable de nouer une relation avec l'Angleterre. Elle est incapable de nouer une relation d'égal à égal avec la France. Maintenant, toutes ces pressions qui mettent l'Algérie, qui fragilisent encore plus l'Algérie, hein, avec tout ce qui nous entoure, le Mali, le Niger, le Sahara occidental, la Tunisie, la Libye, le Maroc, le Tchad, etc. C'est un capharnaüm, là, qui nous entoure. Ce que maintenant, tout ça s'inscrit dans une certaine processus de diversion pendant que l'Algérie tente, du moins, ceux qui prétendent représenter l'Algérie, diriger l'Algérie, et ceux qui donnent réellement les ordres à l'Algérie. Vous dire que l'Algérie est un pays non aligné serait une connerie de très 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 haut vol de ma part, hein, actuellement. Vous dire que l'Algérie est un pays non aligné en 2023, ça, il faut le faire. Moi, je m'interdis de le faire. Parce que je dis que l'Algérie, oui, elle est un pays non aligné dans la mesure où elle est devenue la propriété privée de la France, du roi Macron. Et à qui je répète que je suis prêt à le rencontrer. Malgré l'échange est violent entre Emmanuel Macron et moi-même, l'échange est très très violent. On va rentrer encore un peu plus dans le fond, hein, le fond là.
J'ai dit par le passé qu'il y a au moins un assassin économique en Algérie. Je dis bien, il y a au moins un assassin économique. Parce qu'il est matériellement impossible à l'État algérien, depuis la destitution du précédent chef de l'État, là, il est matériellement impossible à l'État algérien de prendre autant de décisions, de créer autant de lois, de modifier des structures administratives, des structures des organisations géographiques, de chambarder l'éducation, de chambarder le secteur bancaire, sont les ordres d'organisations supranationales ou d'individus, je dis bien de personnes extrêmement puissantes en Algérie. En parlant d'extrêmement puissantes en Algérie, je reviendrai sur ça. Hein, je reviendrai sur ça. Après, c'est à partir. Ça, c'est avec le FMI et la Banque mondiale que ça se passe là. Parmi les personnes les plus puissantes en Algérie, dont je n'ai absolument aucune information, hein, mais d'un point de vue étude, d'un point de vue analyse, elle est facile à identifier. C'est la personne qui a relevé le précédent gouverneur de la Banque d'Algérie et qui a été remplacé par celui-là, l'actuel gouverneur. Le précédent a remplacé un gouverneur. C'est le gouverneur qui l'a remplacé. C'est la personne qui a ordonné le départ du précédent gouverneur. C'est la personne la plus puissante, l'une des personnes les plus puissantes en Algérie. Et quand je dis l'une des personnes les plus puissantes en Algérie, il ne peut s'agir d'un civil. Il ne peut être que militaire. Quel est le grade de ce militaire? Je n'ai absolument aucune idée. Maintenant, quel que soit son grade, même s'il est un capitaine, même s'il est commandant, il ne peut absolument pas prendre ce genre de décision s'il n'a pas l'appui de généraux. Voilà. Donc ça, je le fais. Non, ça, je pense avoir cerné les contours formels de l'arrestation et du futur procès d'Ersan. Hein. Moi, je dis Ersan parce que même si j'étais très très objectif dans ma description de ma relation à Ersan, j'étais neutre. Oui, pour moi, c'est un frère. Hein? Ersan Radé est un frère. Ersan est un frère. Sauf que, probablement que j'ai oublié de le dire, oui, la relation professionnelle avec lui a complètement gelé. Elle n'a pas gelé, elle a complètement disparu. 2011, 2012, j'ai signé quelques papiers pour Maghreb émergent et j'étais payé. Hein? Là. Et ensuite, là, le journal, en même titre que les autres. Bon, du moins, moi, je ne lis pas les journaux. Il m'arrive de parcourir comme ça les journaux. Il est devenu ce qu'il est devenu. La rupture franche avec Arsène est le résultat d'un papier, d'un dossier que je lui ai envoyé, qu'il n'a pas publié. C'est une affaire dans laquelle cette histoire de Panama Papers, etc., ça me fait rire quand on parle de Panama Papers. Oui, j'ai atteint, dans une enquête, les comptes numérotés. Ça, c'est facile. Du moins, c'est facile. Ben, il suffit de se donner de la peine, il suffit de chercher correctement, on trouve. Hein. Dans 50, personne ne ressortira, probablement que nous reparlerons comme ça. Nous reparlerons. Donc, voilà, hein, c'est... qu'est-ce qu'il reste maintenant? Ah, on doit continuer. Le financement
de certaines activités en Algérie. Le financement de certaines activités en Algérie, j'en ai parlé. Hein. Maintenant, j'en ai parlé de 3D, c'est-à-dire le décloisonnement des régulations, des intermédiations. Ça, c'est un truc très formel. Hein. Ça, c'est un truc FMI, BRI, la Banque des règlements internationaux, International Bank, the Bank for International Settlements, etc. etc. J'en ai parlé. Il faut voir les interventions dont j'ai parlé, le taux de change, etc. Il faudra remonter un petit peu sur les financements occultes en Algérie. Là, une Française, Marie-France Nelly, du GAFI, du Groupe d'Action Financière Internationale, lié à la Banque mondiale. Le GAFI, son siège est à Paris. Hein, lié le GAFI, dont le siège est à Paris, est lié à la Banque mondiale. Hein, est venu en Algérie. Ils ont parlé de flux de capitaux, de blanchiment d'argent, recyclage de l'argent du terrorisme et des stupéfiants dans l'économie algérienne. Tout ça, c'est opérationnel en Algérie. Ils n'ont pas attendu là. Ils ne sont pas attendus. L'Algérie est victime d'une guerre hybride. J'ai contacté ce GAFI, hein, le GAFI, je les ai contactés, mais maintenant le GAFI travaille avec un autre organisme extra-étatique, c'est-à-dire un organisme qu'on qualifie d'organisme supranational, dont le siège est à Toronto. Je les ai contactés, je n'ai aucune réponse. Mais est-ce que cela m'empêche de les contacter une fois? Non, dans le cadre de ma patrie, même si physiquement je suis usé, et il m'est impossible matériellement de reprendre dans le détail ce que j'ai dit de par le passé. Je les ai contactés. Maintenant, est-ce qu'il y a une action entre le GAFI et l'Algérie? Je sais qu'il y en a quelques-unes, mais elles sont très très sommaires. Hein. C'est-à-dire des actions conformes à l'état de l'Algérie, pays sous-développé. Chers compatriotes, en redisant ma solidarité à Ersan, pas solidarité, Ersan, désolé, je viens de me gourer, pas ma solidarité en te disant ma fraternité, mon amitié. Mon amitié. J'espère que tu seras libéré assez tôt. J'espère qu'Emmanuel Macron fera le nécessaire pour ta libération, qu'il interviendra pour ta libération. J'espère que tu retrouveras le bonheur des tiens. Mais plus que le bonheur des nôtres, plus que nos amitiés, etc., espérons, Arsène, la paix pour la patrie, la paix pour la patrie et l'indépendance de l'Algérie. L'indépendance, je dis bien l'indépendance de l'Algérie. Très bientôt, ma sœur, à vous tous, chers compatriotes, vous avez mon affection. Plus que ça, je ne peux absolument rien. Et comme je vous l'ai promis, comme je vous l'ai dit au début, dans maximum 4 jours. La cadence est infernale. 4 jours, il y aura des mots publics à Justin Trudeau, bien sûr, en arrière-plan. Il y a toujours une activité en arrière-plan, hein, c'est-à-dire quand je parle comme ça, c'est toujours suivi d'une activité discrète, hein, c'est-à-dire rendre public absolument tout, non, demande de la discrétion, etc. Mes compatriotes de Kabylie, faites très attention, vous êtes très fragiles. Vous êtes très très fragiles. Je pense que vous avez tous remarqué le silence qui est à Paris, là. C'est-à-dire, il n'y a plus. Hein. Ils ont les services français, comme je l'ai dit il y a longtemps, là, hein, ils les ont approchés, ils leur ont dit calmez-vous, sinon on va vous extrader. Donc, calmez le jeu, résistez, allez, à tous mes compatriotes patriotes, recevez mes salutations de Cornwall Sédranchar en Ontario.